Claude Lorius, vous avez été le premier à prouver il y a 30 ans la responsabilité irréfutable de l'homme dans le bouleversement climatique. Claude Lorius, vous avez 82 ans. Nous recevons Claude Lorius, directeur de recherche émérite au CNRS, au laboratoire de glaciologie. Vous avez déchiffré un message dans les glaces de l'Antarctique. Finalement, rien d'avance. Ce que vous nous aviez prédit il y a 30 ans est arrivé. Pourquoi moi? Est-ce la chance? Est-ce le destin? Les gens que j'ai rencontrés et sans lesquels je n'aurais rien pu faire? Je m'appelle Claude Lorius. À 82 ans, je suis stupéfait de voir l'impact qu'ont pu avoir nos découvertes. J'ai vu en l'espace d'une vie que l'homme, en brûlant du pétrole, du bois, du charbon, était en train de modifier le climat de la Terre. J'ai remonté le fil des millénaires pour vérifier que ce que j'avais découvert n'était pas un caprice de la nature. J'ai cherché pour balayer le moindre doute. Je suis aujourd'hui un vieil homme qui constate tristement que l'histoire lui a donné raison. Tout ce que nous avions prédit est en train d'advenir. Les calottes polaires, les glaciers qui fondent, l'eau qui submerge doucement des îles, des forêts qui brûlent, des courants marins qui changent de route, des ouragans plus nombreux et plus violents que jamais. Et derrière tout cela, des hommes et des femmes qui souffrent. La science m'a donné le pouvoir de voir dans le futur. Je vais vous raconter ce que j'ai vu. Je vais vous raconter mon histoire. Tout commence pour moi le 31 octobre 1956. Les expéditions polaires françaises recherchent un jeune étudiant pour une mission scientifique de plus d'1 an en Antarctique. Une excellente forme physique est exigée et de préférence un certain goût pour l'aventure. Quand je me revois aujourd'hui, quelle chance inouïe. À 23 ans, j'appareille pour le bout du monde. Je découvre l'étrange communauté avec qui je vais vivre en autarcie pendant 1 an. Un formidable défi nous attend. Étudier un continent entier, l'Antarctique. La guerre au Moyen-Orient nous interdit le passage de Suez. Nous traverserons donc 2 océans, trompant l'ennui en reproduisant des rites de passage venus de la nuit des temps.
Difficile de décrire l'élan qui nous anime, mes compagnons et moi, à cet instant. Nous sortons de la guerre. Nous avons soif de vie et de connaissances. Une incroyable compétition s'est installée entre les nations pour poser le pied et s'emparer des derniers territoires vierges de la planète. Ça paraît incroyable aujourd'hui, mais il y a 60 ans, lorsque l'on part, on ne sait encore rien de l'Antarctique. Une première vague d'exploration vient de s'achever au prix d'exploits héroïques. C'est maintenant à notre tour, nous les scientifiques, de nous diriger vers le continent austral. Avec le recul, je me rends compte que je suis parti à un moment unique dans l'histoire de l'humanité. Je crois que jamais l'homme ne s'est senti aussi puissant que durant ces années 50 et 60, où je fais mes premières armes. Des machines inventées pour la guerre sont mises au service de la science, ouvrant les portes de territoires interdits. C'est l'époque où les plus hauts sommets tombent les uns après les autres. Les légendes cèdent la place aux articles à sensation et aux comptes rendus d'exploration. 20 000 lieues sous les mers. Nous inaugurons l'Anthropocène, l'ère de l'homme, le règne sans partage de l'être humain sur la planète, sans savoir que ce que l'on nomme encore le progrès a un prix. Le monde nous semble inépuisable, immense. Pourtant, à notre insu, de grands équilibres naturels sont déjà brisés. Le moment approche où des hommes vont voir pour la première fois la Terre depuis l'espace, unique et fragile. Et moi qui croyais partir pour l'aventure. Il nous faut 1 mois et demi pour atteindre notre première escale, Tahiti. J'ai une pensée émue pour les marins des premiers tours du monde, touchant pour la première fois ces terres, il y a 200 ans. Après les semaines de mer que je venais de vivre, j'ai compris pourquoi le charme de ces îles les avait poussés à la désertion. À partir de cet instant, j'aurai 23 ans jusqu'à la fin de mes jours. Me voilà attaché pour toujours à ces images inoubliables. Et je sens encore le froid auquel je refusais de céder, mais aussi ce mélange de sel, de friture et de gasoil brûlé qui me levait le cœur à l'arrière du Norcel. On ne voit pas arriver l'Antarctique. On bute contre lui. Le trait infini de sa côte se confond avec l'horizon. Dumont d'Urville, base scientifique française, tout juste construite au bord des falaises du continent antarctique. Tout est ahurissant ici.
à commencer par l'accueil des seuls habitants du lieu. Ce n'est encore pour moi qu'une étape après un voyage si long que plus rien ne me paraîtra plus jamais loin. J'ai encore des semaines de trajet qui m'attendent pour rejoindre mon poste à la base Charcot. C'est curieux de voir un an de sa vie tassé dans quelques caisses. Je vais aller passer une année dans le plus grand désert du monde. Tout ravitaillement sera impossible. J'ai la hantise d'avoir oublié quelque chose. Charcot, quand j'y repense, c'est là que va naître ma véritable vocation de glaciologue. Mais c'est surtout là que je vais découvrir ma passion de toute une vie pour les expéditions polaires. Je pars dans le cadre de l'année géophysique internationale, une vaste campagne d'études menée simultanément sur l'ensemble du globe. L'Antarctique fait l'objet d'un effort particulier. Plus de 40 observatoires scientifiques ont été construits spécialement pour cela. Celui où je dois me rendre est sans doute le plus petit et le plus isolé de tous. Les incidents se multiplient. Un véritable baptême du feu. Après une avarie, je suis chargé de nous alléger à tout prix. Je comprends ici le sens du mot renoncement. Je me souviens de la température qui dégringole dans les cabines. On doit rouler portes ouvertes à cause de la buée qui gèle en permanence sur les pare-brises. J'apprends très vite l'immense écart qu'il peut y avoir ici entre ce que l'on veut et ce que l'on peut. Sortir se soulager est une corvée. À chaque pas, on risque de se perdre à jamais. Au 7e jour, le vent dépasse 200 km/h. Impossible de fermer l'œil. Il fait moins 18 dans la cabine. Il nous faut attendre 10 jours la première éclaircie. Agir me réchauffe et me fait du bien. J'ai l'impression d'avoir pris 10 ans. Un des traîneaux est hors d'usage. Nous n'avons pas le temps de le réparer. Nous devons abandonner tout son chargement, du matériel scientifique et une partie de nos effets personnels.
La piste a disparu. Nous nous enfonçons en tâtonnant sur le plateau antarctique. Il nous faut parfois des heures pour retrouver les balises. Après 28 jours de raid, je vois enfin les mâts de Charcot. Charcot tient plus du terrier ou de la termitière que de la base scientifique. Mais tout est là, en ordre et bien équipé. 24 mètres carrés, à peine chauffés à 8 degrés. Un palace, après un mois passé dans les cabines froides et exiguës des chenillettes. Nous n'allons rester que 3 ici. Les autres ont hâte de prendre le chemin du retour, de peur de se faire coincer par l'hiver. Une drôle d'émotion me serre la gorge. Au revoir. Et à dans un an si tout va bien. J'entends le vent, le timbre de la clochette en haut des mâts. Ils seront désormais nos seuls bruits familiers. Pour la première fois, je me sens maître d'un royaume. Dans notre fièvre à enfin lancer nos études, nous négligeons notre installation. Tout est à faire ici. Jamais un scientifique n'a recueilli la moindre donnée météo ou géophysique. Nous avons la foi des pionniers. J'éprouve une joie intense à chaque mesure, à chaque observation, doublée de la fierté d'être le premier. C'est vertigineux. Le trait des enregistreurs révèle pour la première fois la silhouette de vallées, de montagnes ensevelies depuis des millions d'années, sous 2000 mètres de glace. Un continent englouti. Je comprends à ce moment-là toute l'étendue du pouvoir de la science. Voir l'invisible. Je veux éprouver encore et encore le frisson de la découverte. Mon destin est scellé.
Après quelques semaines, nous prenons conscience avec horreur que notre fourbi est en train de s'enfoncer dans la neige. Il faut baliser au plus vite et ranger avant que tout ne soit irrémédiablement enfoui. Nous creusons des mètres de galeries pour créer des entrepôts. La science pour l'heure attendra. Il s'agit de survivre. Nous avons failli l'oublier. Puis c'est ma tour d'observation qui est renversée par le blizzard. Je suis effondré. Tout mon programme est remis en cause. C'est vraiment le soutien de mes camarades qui va m'aider à reprendre le dessus. Je maudis à chaque barreau l'imbécile qui a conçu cette tour. Un boulon, une brûlure. Le métal me colle au doigt. Une véritable torture que j'aimerais lui faire payer autant de fois que j'enlève mes gants. Les semaines passant, nous nous installons dans un rythme routinier. Nous nous retrouvons le soir pour notre seul repas commun. Roland fait la cuisine pendant que Jacques envoie nos données par radio. Pour tenir bon, nous cultivons la camaraderie et la solidarité. Nous vivons, travaillons, dormons dans notre unique pièce chauffée, sans la moindre intimité. Et pas question de céder à la mauvaise humeur, notre vie se transformerait en enfer. Nous adoptons un étrange style vestimentaire où les franges et les trous dominent. Faute d'eau, nous avons bien vite renoncé à laver nos vêtements. Nous les jetons quand ils sont usés. Poularde de Bresse à la vapeur, belle Saint-Jacques rôti et chromeski de coquillage, riz de veau doré à la purée de pommes de terre truffées, tournedos Rossini, Châteaubriand de Charolais, toute chevreuil rôti, pommes robinet, lièvre à la royale, Vaune Romanée 1900, belle collection de grands vins de Bourgogne. Je vais faire ici, sans le savoir encore, des gestes que je vais répéter toute ma vie. À Charcot, il y a de la neige. Alors j'étudie les cristaux. D'abord simplement pour voir s'il n'y a pas quelque chose à découvrir. Pourquoi les neiges d'été ont-elles des grains plus fins que celles tombées en hiver? Leur épaisseur me raconte des hivers neigeux ou, au contraire, de longues périodes sans précipitation. Les cristaux. Je me rends compte qu'il n'y en a pas deux de semblables. Leur forme singulière témoigne de l'histoire de chacun. Intacts dans leur prime jeunesse, ils s'arrondissent, se transforment, poussés vers le fond par le poids des neiges plus fraîches. J'imagine leur voyage que j'apprendrai plus tard à mesurer. Je les vois glisser imperceptiblement vers les profondeurs. La glace est un fleuve dont l'immobilité n'est qu'apparente. Un flocon mettra 50 000 ans à rejoindre la côte avant de s'allonger sur l'océan. Rompu par les marées, il deviendra iceberg. Poussé vers les mers chaudes, il fondra. Devenu eau, il embarquera pour le grand voyage des courants océaniques. Pris par le soleil, il deviendra vapeur et regagnera le ciel pour retomber là, un jour peut-être, à une échelle de temps qui réduit mon existence à peu près rien. Finalement, notre année est passée vite.
Je garde le souvenir de la longue nuit polaire et le vertige des nuits sans vent. Putain, Je n'ai jamais vu autant d'étoiles que sous le ciel de l'Antarctique. Et que dire des aurores australes? J'en ai encore la chair de poule. J'endurais le froid à l'extrême limite du supportable pour pouvoir en profiter le plus longtemps possible. Je me souviens très bien de notre dernier soir à Charcot, l'oreille instinctivement bercée par le ronron familier de nos enregistreurs. Je les écoute une dernière fois, avec le sentiment du devoir accompli. Pour la première fois de l'histoire, les hommes se sont associés pour prendre ensemble le pouls de notre terre, sans souci de race ou de nationalité. Et nous étions de ceux-là, à jamais solidaires de nos collègues, faisant les mêmes gestes que nous, partout en Antarctique, à Tahiti, au Venezuela ou à Vladivostok. Nous sommes relevés 1 an après notre arrivée, dans un état physique critique. Début de scorbut, cécité des neiges. Mais si heureux de voir des visages nouveaux. Adieu Charcot. La base sera occupée encore 1 an, puis abandonnée au flux du glacier. Écrasée par la glace, elle glisse aujourd'hui doucement vers la côte. En montant à bord, je n'ai déjà qu'une idée en tête. Revenir. Dans mes veines coule désormais un étrange virus, celui de la passion pour l'Antarctique. Ce matin, M. René Coty, président de la République, a reçu à l'Élysée les membres de l'expédition française en Terre Adélie. Ces hommes, qui ont risqué leur vie pour les progrès de la science et le rayonnement de notre pays. Débarqués de l'Arcadia hier, en provenance de Melbourne, nos explorateurs ont enfin pu serrer dans leurs bras les proches quittés il y a plus de 16 mois. Les héros de la science rentrent au pays. Regardez leur émotion. Je n'oublierai jamais Charcot. J'y suis parti sans y penser. J'en suis rentré avec un regard unique sur le monde, riche de tout le temps que j'avais eu là-bas pour réfléchir. Avec le recul, je sais que tout découle de cette expérience fondatrice. Mon rapport aux autres, ma passion pour la science, et surtout cette empathie folle pour la planète sur laquelle je vis. Je l'avais vue dans toute sa splendeur, sa puissance. J'étais loin d'imaginer que dès lors, chaque pas que j'allais faire en direction de la connaissance allait me faire découvrir la vision d'un monde de plus en plus meurtri par l'humanité.
De retour en France, je retrouve mes parents et mes amis avec beaucoup de plaisir. Mais l'idée de trouver un moyen pour repartir dans les zones polaires m'obsède. J'entends beaucoup parler des travaux de glaciologues suisses et danois qui ont obtenu des résultats remarquables au Groenland grâce à un nouvel instrument de mesure, le spectromètre de masse. Je décide de faire une thèse en adaptant leur protocole à l'Antarctique. Octobre 1959. Je suis de nouveau dans le Grand Sud. Encore un coup de chance. Le gouvernement français m'a proposé de faire mon service militaire en participant à un raid international d'exploration en terre victorienne. C'est une expédition scientifique conduite par les Américains. Je suis chargé de la glaciologie aux côtés de 8 explorateurs de 5 nationalités différentes. Je serai l'un des plus expérimentés. Le survol des montagnes transantarctiques est somptueux. Me voilà promu explorateur. Charcot, nous nous étions enfoncés de 300 km à l'intérieur du plateau. Là, c'est 2500 km de terre inconnue qui nous attendent. Notre mission, décrire et comprendre. Après seulement quelques jours de route, nous nous rendons soudain compte que nous sommes engagés dans un immense champ de crevasses. Impossible de faire demi-tour. Nous sommes trop avancés. À chaque pas, il peut y avoir un piège mortel. Le jour même, nous apprenons par radio que 2 Néo-Zélandais viennent de trouver la mort dans une mission similaire. Malgré les risques, le convoi s'arrête tous les 50 km pour que chacun d'entre nous puisse effectuer ses travaux scientifiques. Mais quel enfer! Je pense jusqu'à l'obsession à contrôler mes doigts qui brûlent, mes dents qui claquent, alors que je devrais être précis. Je contiens 100 fois par jour mon envie de tout envoyer bouler sous les gifles du vent qui m'arrache le carnet des mains. De tout cela, il ne restera bientôt qu'une liste de points dans un tableau de chiffres, une pépite dans un monceau de minerai, mais qu'un seul de ces points manque ou soit défectueux, et ce sont tous les résultats qui seront douteux. Il faut des données régulières et impeccables, voilà tout. Combien de fois j'ai envie de renoncer? On ne se réchauffe jamais vraiment. Les cabines sentent la chaussette mouillée, la soupe en cube et les gaz d'échappement quand on veut un peu de chauffage. Chaque jour nous use davantage. Dès que l'on prépare le repas, les parois se couvrent de condensation et inondent nos vêtements, nos duvets.
Quand on n'en peut plus d'être sale, on se fabrique un peu d'eau pour un semblant de toilette. Nous profitons de la moindre embellie pour souffler un peu. Moins 25 degrés sans vent, c'est la canicule. Je reste fasciné par la capacité que nous avons à supporter l'insupportable. Les détecteurs de crevasses sont parfaitement inefficaces. Même la sonde à main n'est pas fiable. Nous nous traînons. Tenir. Encore un jour. Aller voir encore un peu plus loin, décrire, comprendre, décrire, comprendre, décrire, comprendre. La quête du savoir nous empêche de devenir fous. Plus de 100 jours que nous sommes partis. À Gare, nous cherchons une passe à travers les contreforts de la chaîne transantarctique qui nous barre la route de l'océan, où un bateau nous attend. Là où nous sommes, la carte ne mentionne que ces mots, zone non répertoriée. Avec 3 compagnons, nous tentons une reconnaissance sur un des sommets qui nous domine. Cette ascension me fait du bien. Comme des gosses, nous baptisons les montagnes alentour. C'est comme ça qu'il y a depuis ce jour un mont Lorius sur les cartes de l'Antarctique. Il semblerait que les géographes aient pris notre jeu au sérieux. N'est-ce pas là le privilège des explorateurs ? Nous n'irons pas plus loin. Les hommes et le matériel sont dans un tel état que les autorités américaines ont décidé de nous rapatrier. Il n'y aura qu'un vol. Je sacrifie toutes mes affaires personnelles pour pouvoir embarquer mes précieux échantillons. Paris, 5 mois plus tard, les neiges de Victoria Land vont parler. Le spectromètre me plonge pour la première fois dans le monde invisible des atomes. Il y a 2 formes d'hydrogène différentes dans la neige, une lourde et une légère. Quand il a fait froid au moment de la chute de neige, on trouve beaucoup d'hydrogène léger. Quand il a fait plus chaud, on trouve majoritairement la forme lourde. Je découvre que la proportion entre les deux suit très exactement la graduation de la température. Le thermomètre isotopique est né. C'est une découverte extraordinaire. Il suffira désormais d'analyser au spectromètre un échantillon de neige ou de glace pour connaître très exactement la température qu'il faisait le jour où ces flocons sont tombés, même si cela s'est produit des milliers d'années en arrière. Les portes des climats passés sont ouvertes. Je dois maintenant aller chercher les glaces profondes qui sont aussi les plus anciennes. Je veux savoir à quelle température elles se sont formées. Si j'y parviens, je pourrai décrire l'évolution du climat au cours du temps. En 1962, j'ai 30 ans. Je termine ma thèse et prends la direction d'une petite équipe de recherche.
La glace, c'est comme un livre où chaque nouvelle chute de neige rajoute une page sur les précédentes. Les premières pages, les plus anciennes, sont les plus profondes, donc les plus inaccessibles. Plonger dans l'histoire devient une obsession. Il me faut absolument trouver un moyen de faire remonter à la surface des échantillons de glace qui se cachent dans ces abysses depuis la nuit des temps. Nous essayons dans les Alpes toutes sortes de foreuses initialement prévues pour creuser la roche. Je travaille avec des ingénieurs pour mettre au point un outil capable d'aller chercher des échantillons à très grande profondeur. Mais nous tâtonnons. Les mois passent. Un premier prototype finit par être mis au point. Je dois maintenant aller l'éprouver dans les glaces de l'Antarctique. On a encore beaucoup à faire pour l'améliorer. Claude Lorius, vous vous embarquez demain pour la Terre Adélie, une mission de 16 mois. Ce n'est pas simple comme décision. Il y a 8 ans, lorsque je suis venu à ce métier, je ne me posais pas ce genre de problème. Maintenant, je suis marié, j'ai des enfants, et vous pensez que c'est bien là un des aspects essentiels. Toute ma vie, je vais être déchiré entre la passion pour mon métier et ma vie de famille. Je vais au total effectuer 22 missions polaires, soit plus de 10 ans vécus sous les latitudes extrêmes, dans cette ambiance fruste mais enivrante. Je me retrouve là-bas, loin du monde, où l'existence est pleine de défis et de fraternité. J'ai un plaisir immense à retrouver la Terre Adélie. Tous mes souvenirs du départ à Charcot sont encore là. 8 ans déjà. Je vais être cette fois-ci chef de base pour plus d'1 année. L'opportunité pour moi de tester le nouveau matériau de forage sur le glacier, à proximité de la base, avant de l'embarquer vers les zones inaccessibles du plateau antarctique. Un soir, après un essai de forage vraiment difficile, nous trinquons à la santé d'un collègue australien qui nous a rejoints. Je ne sais plus qui a pris un échantillon de glace sorti du carottier, décrétant qu'il nous avait coûté assez de peine pour finir dans notre whisky. Le choc thermique est en train de relâcher brutalement l'air qui était emprisonné dans la glace. Et cet air-là, c'est l'air du passé. Chaque couche de neige a emprisonné avec elle le souvenir du climat qu'il a vu naître. De minuscules capsules d'atmosphère fossile qui ont traversé le temps. Pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt? Il suffirait d'analyser la succession de chacune de ces bulles sur toute la profondeur du glacier pour faire ressurgir du passé toute l'histoire du climat depuis la nuit des temps. Il va me falloir 10 ans et l'aide de Dominique, de Jean, de Liliane et de très nombreux chercheurs pour pouvoir prouver cela. Mais quand je rejoins la base après cette soirée mémorable, je ne sais pas encore que cette idée va m'emmener loin. Je m'apprête simplement à passer un hiver de 9 mois, mon 2e en Antarctique. Nous sommes en 1964. Dès 1965, je décide de consacrer toute mon énergie à l'analyse des bulles d'air, en parallèle à toutes les recherches déjà menées par mon équipe. Notre quête des climats du passé m'amène à lancer des missions toujours plus gourmandes en financement et en logistique. Ce travail de diplomatie me revient et m'exaspère, car il m'éloigne de l'Antarctique.
Nous cherchons aussi à dater précisément nos échantillons en recherchant des poussières emprisonnées dans la neige. Elles sont les véritables horloges naturelles de la planète. C'est comme ça que nous allons faire une découverte aussi inattendue que bouleversante. Lors des explosions nucléaires, il y a un certain nombre d'éléments radioactifs qui sont libérés dans l'atmosphère. Il y en a une bonne partie qui retombe autour du site des explosions, mais il y en a tout de même qui sont introduits dans l'atmosphère, dans la haute atmosphère, et qui circulent tout autour de notre globe. Et ces éléments radioactifs, en particulier, on les retrouve dans les couches de neige qui se déposent dans les régions polaires. Nous retrouvons au jour près la marque de toutes les explosions nucléaires depuis la découverte de l'arme atomique. Il y a dans ce désert blanc, jamais colonisé par aucun être vivant, la signature de l'être humain, les cicatrices sanglantes de Nagasaki et d'Hiroshima. Nous donnons l'alarme. Les grandes puissances décrètent un moratoire immédiat sur les essais nucléaires à ciel ouvert. Mais c'est pour moi une véritable rupture morale. Il n'y a donc nul endroit sur Terre où se préserver de l'influence de l'homme. L'image de la finitude et de la fragilité de notre planète m'apparaît pour la première fois d'une manière extraordinairement violente. Dans les années 70, nous commençons à soupçonner une influence des activités humaines sur un possible dérèglement climatique. Mais tout cela demande à être prouvé de manière irréfutable. Les réseaux de collaboration internationaux mis en place durant l'année géophysique perdurent. Je monte avec mes collègues américains et pour la première fois russes, une mission au Dôme C. En 1974, j'ai 42 ans. Nous sommes maintenant plus d'une trentaine de chercheurs dans mon équipe. Notre travail avance doucement, car chaque nouvelle étape exige de nouvelles expéditions dans les zones les plus inaccessibles de l'Antarctique. Nous faisons étape au pôle Sud pour nous acclimater. Quelle émotion! En 1911, 60 ans à peine, des hommes arrivaient ici à pied pour la première fois, pour la gloire de leur pays et le goût de la conquête. Dôme C, 3250 mètres d'altitude. Température moyenne annuelle, moins 51,7 degrés. Du blanc à l'infini, aussi perdu qu'en haute mer. Un air si rare en oxygène que quelques pas suffisent à vous mettre à bout de souffle. Un des pires lieux sur Terre pour tous les mortels, sauf pour les glaciologues. Nous venons 2 semaines en repérage
vérifier les prospections aériennes qui prédisent des glaces d'une profondeur de 3500 mètres. Plusieurs centaines de milliers d'années d'histoire climatique à déchiffrer. Nous avons trouvé qu'il neige peu ici, à peine 10 cm par an. La glace de Domsée est donc un livre épais, comprenant de très nombreuses pages écrites sur un papier fin. Une situation idéale pour remonter très loin dans le temps. Nous tenterons un forage profond dès l'an prochain. « 15 janvier 1974, nous fermons le camp gonflé à bloc. À 19 h, la température est clémente, moins 30 degrés, quand le C-130 se pose sans encombre pour nous rapatrier. Nous avons décidé de laisser tout notre matériel sur place pour le futur forage. Le temps d'installer des fusées de propulsion et nous serons partis. Je suis déjà loin dans mes projets à venir. Par bonheur, il n'y a pas de blessés. Nous rouvrons le camp pour appeler les secours. Des heures d'attente. Un deuxième C-130 arrive, nous réembarquons. Les deux derniers avions disponibles en Antarctique viennent nous chercher. L'un va rester en l'air en couverture. Je suis convaincu que les Américains vont s'arrêter là, tout comme les partenaires financiers et scientifiques de la mission. Je suis profondément affecté par cet accident. J'ai eu très peur, et le poids des responsabilités me pèse soudain très lourd sur les épaules. Que serait-il arrivé s'il y avait eu des morts ? Est-ce raisonnable de continuer vu les risques et le coût d'un tel forage ? Pourtant, les résultats préliminaires que je reçois sont extrêmement prometteurs. Ce qui ne fait que me déprimer davantage. La reprise de contact avec mes amis de la National Science Foundation à Washington me bouleverse. Pour eux, 2 avions au tapis, ce sont les risques du métier. Il n'y a pas de raison de s'arrêter. Ils considèrent que notre forage en vaut la peine. Ils envoient mission sur mission pour remettre les 2 épaves de C-130 en état de vol
et nous débarquons à Domsé en décembre 1977, 3 ans après notre première tentative. L'enjeu de la mission est pour moi considérable. Je joue en 3 mois plus d'une dizaine d'années de préparation. Nous espérons atteindre des glaces datant du dernier âge glaciaire, il y a 20 000 ans de cela. J'éprouve un étrange mélange d'angoisse et d'excitation. Toute la suite de ma recherche passe par la réussite mécanique de ce petit miracle de technologie qu'est le carottier. À raison d'1 mètre par heure, nous plongeons vers la nuit des temps. Nous recueillons des fragments de temps, mètre après mètre, dans une routine abrutissante qui va durer 2 mois, 24 heures sur 24. Les carottiers risquent à tout instant de se faire piéger par le regel. Il faut un doigté incroyable pour réagir à la moindre anomalie et faire machine arrière avant que le tube ne se coince pour toujours. J'essaie autant que possible de ne pas communiquer ma nervosité à mes compagnons. Nous sommes épuisés par les conditions climatiques du lieu et le travail incessant. Il fait moins 53 degrés dans le laboratoire. Le 1er janvier au soir, nous avons atteint 655 mètres. L'analyse des cristaux nous prouve que nous avons pénétré dans les glaces de l'ère glaciaire. « 15 jours plus tard, nous atteignons 900 mètres de profondeur. Il nous faut arrêter. Le carottier n'est plus adapté à des glaces si profondes et nous risquons de le perdre. Il va falloir en concevoir un autre, plus adapté aux contraintes de la glace des grandes profondeurs. Encore des années de conception avant de pouvoir revenir ici. 892 mètres, c'est inespéré. Nous rentrons avec 40 000 ans d'histoire climatique dans nos malles. Pour clore la campagne, on organise le match de foot le plus austral du monde. Le travail de laboratoire ne fait que commencer. Nous sommes, pour la première fois, en mesure d'approcher la composition de ces fameuses bulles d'air prisonnières de la glace. Il a l'air de se passer des choses bizarres avec le CO2 quand on aborde l'âge glaciaire. Il nous faut aller plus loin. Et je sais où il faut aller. Un voyage éclair à Vostok en 1974 m'a laissé entrevoir quelque chose que je nourris en secret depuis longtemps. Vostok, la légende de l'Antarctique. C'est le pôle de froid de la Terre, le pôle d'inaccessibilité. Une base russe implantée au prix d'une expédition dantesque pendant l'année géophysique internationale. L'extrême au-delà des extrêmes.
Durant la traversée, les Russes s'étaient enfoncés à 1500 km à l'intérieur du continent pour rejoindre le site du pôle géomagnétique. Il faisait si froid qu'ils devaient enflammer les bidons d'huile moteur pour qu'elles daignent redevenir liquides le temps de remplir les réservoirs. Un jour à Vostok, le thermomètre effleura les moins 90 degrés. Vostok a été construite sur un immense dôme, l'un des plus profonds. Et depuis toujours, on a foré la glace ici. Un bras de fer supplémentaire entre Russes et Américains qui se livraient au même jeu ailleurs en Antarctique. J'ai 52 ans. Travailler sur la carotte de Vostok va me faire gagner 5 ans de recherche, le temps de mettre au point notre nouveau carottier. Au cours de mes voyages, je me suis fait des amis très chers, tant dans le camp soviétique que dans le camp américain. Je ne suis pas dépaysé à Vostok. J'ai l'impression agréable d'être replongé dans le charcot de ma jeunesse. Pas d'eau, un sauna tous les 15 jours, une amitié à toute épreuve. Nous sommes ici, entre passionnés. Il y a ici une accumulation de glace exceptionnelle. Mais l'épaisseur du glacier n'était qu'un inconvénient entre l'avidité des hommes et les ressources enfouies sous le continent. Heureusement, des hommes de science avaient conservé cette glace, presque par acquis de conscience. Malgré le climat politique détestable de la guerre froide, nous mettons sur pied en 1984 une mission extraordinaire. Je ne l'oublierai jamais. Une logistique américaine pour des chercheurs français sur une base soviétique en pleine guerre froide. Ici, au bout du monde, nous faisons la preuve qu'au regard de la science, les clivages politiques ne signifient plus rien. J'avais vu cette glace stockée dans une cave à moins 57 degrés. Une carotte continue de plus de 2000 mètres de profondeur. Le Graal des glaciologues. Je ne l'avais pas oublié. Les foreurs russes sont extraordinaires. D'un coup de lime ou d'un à-coup de treuil, ils sont passés maîtres dans l'art de contourner les carottiers coincés. Cette dérivation leur évite de forer un nouveau trou et de perdre de précieuses années de forage quand un tube finit par se faire piéger dans la glace profonde. Dans la salle du puits, il y a deux choses que je n'oublierai jamais, le kérosène et la vodka. L'odeur du kérosène imprègne tout, les chambres, la cuisine, les vêtements, mais il est indispensable pour fluidifier le trou de forage. Et la vodka, c'est le seul médicament efficace que les Russes ont trouvé pour soigner le mal de l'altitude qui terrasse les nouveaux venus pendant des jours. On s'est allié pour mieux travailler. Les Russes ont réussi un véritable exploit technique en forant une carotte de plus de 2000 mètres de profondeur. Ça nécessite souvent une participation physique intense. Et puis aussi...
Avec mes 3 collègues, Volodia, Michel et Jean-Robert, notre routine est implacable. Nous ne pouvons rapporter les 20 tonnes de glace du forage en France. Il nous faut trier, choisir, empaqueter les échantillons. 10 heures de travail quotidien à moins 57 degrés. Nous atteignons pour cette première mission 150 000 ans. D'autres missions suivront qui nous permettront d'atteindre des glaces de 400 000 ans. Le voyage de la glace est à lui seul une épopée. Une chaîne du froid de 15 000 km en avion américain, puis en bateau russe, puis en camion frigo français, jusqu'à notre laboratoire de Grenoble. À ce stade de mon récit, je dois faire un petit détour par l'histoire éternelle de la course de la Terre autour du Soleil. Les astronomes nous ont appris que des variations dans cette course produisaient une succession de phases froides et chaudes, des cycles de 100 000 ans, 80 000 ans de période glaciaire et 20 000 ans de période chaude interglaciaire. La carotte de Vostok est déjà pour cela une révolution, car son étude va nous permettre de confirmer cette théorie sur des cycles complets. Mais nous allons aller bien au-delà. En 1998, nous atteignons à Vostok 3603 mètres de profondeur, 420 000 ans, 20 ans d'efforts. Je me souviendrai toujours de l'émotion que j'ai ressentie en voyant remonter la première bulle d'atmosphère fossile dans notre chaîne d'analyse. Quel voyage incroyable pour elle et pour moi. Sans relâche, mes collaborateurs décryptent jour et nuit le message des glaces de Vostok. Les premiers résultats tombent et j'ai ce mot un peu vengeur, ça va faire mal. C'est le résultat de toute une carrière de recherche qui s'inscrit là. Une vie d'intuition, d'erreurs, de bonnes ou de mauvaises décisions, de connaissances partagées, de sacrifices et de joie immense. Fidèlement, je vois les cycles climatiques qui s'impriment sous mes yeux. 4 cycles de glaciation qui se dessinent de façon identique, que l'on prenne pour témoin les variations de la température, du niveau des mers, du taux de dioxyde de carbone ou de méthane dans l'atmosphère. J'ai sous les yeux la preuve indiscutable que le climat et la concentration en gaz à effet de serre sont intimement liés depuis toujours. Je lis sur ces courbes de Vostok que la température varie naturellement sur Terre dans une amplitude de 5 degrés entre ces périodes chaudes et celles naturellement froides. Je lis que le niveau des océans varie de 120 mètres selon que l'eau est prisonnière dans les calottes glaciaires ou qu'elle est libre sous sa forme liquide. Nous retournerons à Domsé quelques années plus tard. Nous remonterons cette fois 800 000 ans en arrière. 8 cycles climatiques qui confirment ce que nous disent déjà les courbes de Vostok. Mais où que l'on soit, et quelle que soit la courbe que l'on regarde, la conclusion est toujours la même. Depuis 100 ans, les émissions de CO2 d'origine humaine sont à l'origine d'une augmentation sans précédent de la température sur Terre. Nous sommes en train de modifier le climat de notre planète à une vitesse jamais enregistrée dans l'histoire. Le message est sans appel. Ces travaux me vaudront les honneurs internationaux et mes blessures les plus profondes, infligées par le scepticisme de ceux qui, par intérêt, contestèrent ces résultats pourtant validés par mes pairs. Qu'importe. D'autres chercheurs aujourd'hui ont pris le relais dans le monde entier pour dire mieux et plus précisément encore ce que les glaces de Vostok et de Domsé nous avaient déjà appris il y a plus de 30 ans.
Alors comment, dans une carotte comme celle-là, vous pouvez déduire la température qu'il a fait il y a 10, 20 ou 30 000 ans? Eh bien, pour vous résumer les choses simplement, disons que l'Antarctique est vraiment un très très bon témoin si l'on veut un jour prévoir l'évolution du climat. Et ça, les couches de glace offrent une opportunité réellement unique. C'est une certitude maintenant que l'homme bouleverse un peu tout l'équilibre écologique. La planète se réchauffe probablement à cause de l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère. À long terme, l'homme est en train de modifier le climat de la Terre. Je voudrais qu'on comprenne très en profondeur, puisqu'on a la chance d'avoir une palette de scientifiques. Avec vous, Claude Lorius, d'abord. Vous êtes en train de nous dire que dans un siècle, il risque d'y avoir au minimum 50 cm de plus de niveau. Ça veut dire des terres entières recouvertes? Oui, tout à fait. Mais nous, on est allé chercher cette petite bulle de gaz et puis on a montré ça. Si nous continuons, il est clair que dans 1 ou 2 siècles, eh bien oui, ça va arriver. Mais nous avons le temps de nous retourner. Les prévisions catastrophiques sur le réchauffement de l'atmosphère et sur la couche d'ozone ne sont peut-être pas ce qu'on nous a dit que c'était. Quel est votre avis scientifique exact? Mais Monsieur Cavada, vous êtes justement de ces hommes qui raisonnent sur le court terme. Ça monte de plus en plus vite. C'est pas quelque chose qui monte comme ça. Non, ça monte comme ça. En stabilisant le niveau de gaz carbonique qui est dans l'atmosphère, la température irait encore actuellement en se réchauffant. Cette réalité peut devenir dangereuse pour l'humanité? C'est vital. À quand le prochain cycle froid pour la Terre? Mais comme vous le savez, l'homme est en train de changer les règles du jeu. Cette belle ordonnance du climat risque d'être complètement bouleversée. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pire? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus inquiétant? Mais ce que je veux dire, c'est que c'est les enfants de mes enfants qui vont voir ça, parce que moi, je suis pas tout jeune. In welcoming the Prime Minister of the United Kingdom. But the problem of global climate change. We must reconcile human activities and human numbers with the laws of nature. 1992, 95, 97, Rio, Berlin, Kyoto. Les conférences succèdent aux conférences. On déverse des flots de paroles, les traités s'accumulent et pourtant chaque jour qui passe réalise au mot près le scénario prédit. 26 to 28% below 2005 levels by the year 2025. Amère victoire. Que vaut finalement la reconnaissance quand l'alerte n'est pas entendue? Je lutte parfois contre le sentiment de n'avoir servi à rien. Prestigious Blue Planet Prize. Il était une fois un jardin, une terre fertile et généreuse où la vie allait de soi. Je m'appelle Claude Lorius et j'aurai 23 ans pour toujours. Je pense au tout premier homme qui eut l'idée d'entrechoquer 2 pierres pour apprivoiser le feu. Je pense aux glaciers qui fondent ici et aux îles qui se noient là-bas. Je pense au temps qui va trop vite pour que la Terre s'adapte aux changements qu'on lui impose. Je pense à l'homme triomphant qui devrait maintenant renoncer à s'approprier l'entièreté du monde. Non pour la Terre et ses créatures, elles nous survivront, mais pour nos enfants. Et c'est bien à eux que je pense quand je relis le fil si bien rempli de ma vie. J'espère que comme nous, ils sauront par la connaissance et la solidarité surmonter les blizzards de l'histoire que nos générations ont déchaînés sur eux. Mais j'ai confiance. L'homme n'est jamais aussi sublimement lui-même que devant l'adversité. Voilà, mon histoire se termine. Il ne nous reste plus qu'à agir.
Maintenant que comme moi vous savez, qu'allez-vous faire ?